Oh, elle était bien, non? T'as une hésitation, mais... Oh putain, il est chiant. Non, mais c'est vrai. Depuis tout à l'heure, c'est la virgule. Il n'y a pas la virgule, là. Toi, tu devrais faire contrôleur des impôts, sans déconner. Bien rasé, là, sur le côté, avec la petite mèche, là. Quoi? Tu veux que je la refasse encore? Non, non, c'est bon. Voilà. Connard. Quoi? Le vigilant. Oh, putain. C'est comme I'm gonna kill this man. la machine, on la torte, tu sais. Ça, la machine, on la casse, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Oh là là, non mais... Compose. Le suédois. Et avec qui je dois me bagarrer, alors? Bah déjà, tu vas te casser, là, parce que sinon, on peut pas bosser, hein. Make my day. See, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig. Bonjour et bienvenue dans cette OP inspirationnelle, comme on dit aujourd'hui, qui, loin de succomber au ricanement cynique propre aux résignés de l'establishment, se fera l'écho d'une détermination farouche à résister au bruit et au dictat du monde. Autant vous dire qu'après notre spécial Yakayo décérébré du mois dernier, cette fois, c'est du sérieux. Ya. Et ouais, ce mois-ci, ça déconne pas, ça pose ses coronets sur la table, ça se veut rageux contre la machine ou singularité résiliente dans la matrice. Non sans une certaine appétence pour la désobéissance civile, je vous propose donc une spéciale... Well, whatever you're doing, keep it up. Okay, I will. Fuck you. Et sinon, on n'a que deux possibilités de thématiques sur cette émission. C'est toujours Fight the Power, C'est ça. Port Nawak. Oui, c'est ça. Parce que c'est un peu ça qui détermine mon existence. On tourne sur trois. Ouais. Mais c'est très bien. You really get a kick out of yourself, don't you? But I get a kick out of you. Eh ouais, mes braves, à l'heure où ça bugle, où ça râle, où ça se plaint de tout, alors que seuls quelques-uns se bougent réellement, les films que j'ai sélectionnés ce mois-ci nous rappellent à quel point tout combat passe d'abord par soi-même, par sa capacité à ne pas courber les chines, à rester droit dans ses bottes, Yes, you can. à oser ses convictions profondes quand le monde les méprise, fussent-elles contraires à la morale dominante, au bon sens comme aux règles du pouvoir en place. You cannot reason with a tiger when your head is in its mouth! Pente glissante, diraient certains, à qui toute radicalité fait peur, et il s'entend qu'une conviction profonde, aussi légitime soit-elle, ne peut s'affranchir d'un examen rigoureux, surtout si elle est le fruit d'un sociopathe. You're cocked, locked, and ready to rock. I'll say. Deux biopics dans cette OP en sont des exemples fascinants, dont il convient de relativiser le point de vue, bien sûr, mais qui, en étant aux antipodes l'un de l'autre, questionnent des personnages qui se retrouvent dans leur singularité, leur résilience et leur pardon. L'air de rien, c'est à chaque fois des histoires, que ce soit la meuf, que ce soit Churchill, ou même Death Wish, c'est à chaque fois des mecs qui disent non mais comment ça fonctionne, ça ne me va pas. Ils fight leur vie. C'est pas que je le cherche, c'est les films, ils te racontent ça, je vais pas... Tu vois, ça te raconte pas autre chose. Well, gentlemen, there is only one candidate, only one man the opposition will accept. Parce qu'à ce moment, le système s'entretient bien, mais il y a de plus en plus de gens qui ne peuvent plus le supporter, et donc ça se traduit très souvent par une résignation généralisée, et tu as malgré tout, culturellement, des gens qui trouvent des biais, des angles, tout ça, pour dire, non mais putain... Spielberg, il le faisait hein, déjà, il le fait depuis quelques années. Ce qu'on réduit un peu vite à de l'héroïsme au quotidien, tout ça, c'est plutôt une forme de sois déjà droit dans tes bottes, et ça te permettra d'appréhender les choses différemment et de pas tout accepter. Faut rise en tant que peuple et ça commence déjà par un combat de toi-même. Tu vois, les mecs, ils vont tous râler. Nous, on se casse. Hein. C'est ça, t'as raison. Des histoires de bagarreurs pugnaces, en jupe courte ou en chapeau melon, parfois héroïques, parfois indéfendables, mais qui devraient faire réfléchir tous ceux qui ont perdu la flamme, persuadés que ce monde n'offre d'autre choix que de se résigner. Bref, des films qui ont le mérite de nous intimer, de choisir notre camp. This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill, the story ends,
You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Mais contrairement à nos habitudes, nous allons donc commencer avec un nanar qui n'a strictement rien à voir avec ce que je viens de dire. Enfin si, un tout petit peu, mais il est beaucoup trop con pour l'avoir compris. Ce que j'adorerais voir, moi, aujourd'hui, comme réel vigilant movie vénère, c'est d'avoir effectivement un mec intelligent qui réfléchit sur le monde d'aujourd'hui. Sway the morning, shade 4-5. The Grim Reaper has struck again. C'est pas pour rien qu'à cette période-là, dans les années 70, t'avais des inspecteurs Harry, t'avais des films qui posaient tous cette question par rapport aussi à un contexte social très particulier. You know, in his shoes, what would motivate me to act like this? Aujourd'hui, on a absolument tout dans le contexte social dans lequel on est qui pourrait justifier une histoire comme celle-là. Et c'est surtout pas Eddie Ross. Attention, on attaque cette émission avec pile poil le film qu'il ne fallait pas faire. Enfin si, mais pas n'importe comment et pas avec n'importe qui. Parce que je dis ça, je dis rien, mais tacler le Vigilant Movie fondateur sans en comprendre les enjeux idéologiques et sociétaux, c'est comme demander à Brett Ratner de remaker le Sixième Sens de Michael Mann. Vous l'aurez compris, je parle bien sûr du désespérant et involontairement drôle Death Wish. Rated R. Directed by horror master Eli Roth. remake en mode du mythique Un justicier dans la ville, avec à la place du grand Charles Bronson, un Bruce Willis sous l'exomile qui n'en a clairement plus rien à cirer de son taf. Bref, un film de bras cassés qui mériterait à son tour une bonne petite justice sauvage. Who the fuck are you? Death. Bien évidemment, à l'heure du jugement politique de comptoir, ce remake sans idée, sans talent et sans fond d'un monument des 70s s'est fait déchirer aux États-Unis pour apologie fantasmée de la NRA, et non bien sûr pour la simple nullité de son exécution, pourtant haute en couleur, dans le genre grosse flemmasse qui prend son chèque. Évidemment, le cinéphile sérieux pourra s'indigner du traitement que fait subir Eli Roth à un film qui aura marqué nombre d'entre nous, d'autant que l'espoir que Joe Carnahan le réalise avait même rassuré ceux qui ne voyaient pas l'utilité d'un remake. We're closed, pal. Kill my wife! Who else was there? Et ils vont le filer à un mec dont je rappelle que les deux derniers films sont des directs VOD, qui s'appellent Green Inferno, qui s'appellent Knock Knock, qui sont les deux des merdes en barre. Déjà que... Alors moi j'ai une petite affection pour Hostel 2, mais c'est le seul film de Eddie Ross pour lequel ni le premier Hostel ni Cabin Fever sont des grands films, loin de là quoi. Mais d'un autre côté, ce nanar embrasse tellement la zèderie qu'il en devient rigolo, comme un énième destination finale du pauvre. Mieux, si c'était pour torcher un truc pareil, plutôt qu'un remake, Eli Roth et son alter ego branleur Bruce Willis auraient dû assumer une 6e suite au Death Wish déjà foirasse que Bronson enchaînait dans les 80s, dont les magnifiques Justicier New York et le Justicier braque les dealers. Bronson is unleashed. Charles Bronson, Death Wish 4, The Crackdown. Moi j'ai pas de problème avec jouer de l'ironie dans un remake comme ça. Il faut quand même pas oublier qu'il y avait une ironie aussi chez Michael Winner. Il y a quand même cette bascule du mec qui fait ça pour une raison et puis qui se met à kiffer. C'est toute la question de la nature humaine. I see the money, man. Qui tout d'un coup se trouve un sentiment de puissance et de légitimité à faire ce truc, ce qui justifie complètement le plan de la fin où il regarde les mecs et il fait ça, tu vois. Et là, c'est juste, on prend Death Wish juste parce que, tu vois, si c'est juste pour faire ma femme et ma fille se sont fait taper, et puis, je deviens The Equalizer, fallait pas appeler ça Death Wish, tu t'en fous. Parce que le souci de la mise en scène, comme la question profonde de la légitime défense dans un état de droit, a ici autant d'importance qu'un débat sur l'intelligence artificielle dans Transformers. Et c'est un euphémisme. Pauvre Carnahan, qui voit une version salopée de son script enchaîner les passages ubuesques au mépris de la substantifique moelle de l'original. Hormis la bonne idée, jamais exploitée bien sûr, de faire de Paul Kersey un chirurgien, tout le reste pue la médiocrité qui se veut cool et la soumission au ricanement bas du front, transformant un mec qui sauve des vies en gangster badass parce qu'il a eu une pub pour des guns et qui te fait limite du John Woo 5 minutes après la mort de sa femme. Le tout sur du Back in Black d'ACDC bien sûr, parce que c'est top boumout de buter des mecs comme un gros faf. C'est comme si les mecs, ils avaient complètement balayé la substantifique moelle du truc. C'est-à-dire que Death Wish, c'est une évolution. C'est un mec qui va basculer par colère,
par haine, parce qu'il a été meurtri dans sa chair, qui ne sait pas comment le faire. Je rappelle à tout le monde que la première fois que Charles Bronson il va dans un parc tout seul la nuit, il a juste une balle de billard dans une chaussette, quoi, et il va pour taper un mec, et quand il l'a fait, il est comme ça, panique. Première scène de Bruce Willis, il y a des gangsters qui arrivent en bagnole, je te tire sans froid avec la gueule de genre je suis John McClane, quoi. Attention, je trouve ça personnellement top moumoute dans un film de buter plein de gens comme un gros faf, mais quand ça tombe dans le slapstick de neuneu qui fait nimp juste parce que ça le fait marrer de voir un bad guy se prendre une boule de bowling en pleine tronche, ça pose d'entrée des limites à notre tolérance, pourtant très large dans le Z. Ajoutez à ça des flics qui font des blagues, des seconds rôles inutiles, un drame fondateur totalement ridicule, surtout après les viols hardcore de Death Wish 2, des scènes de violence branquignoles, un montage mou du genou, et surtout l'interprétation catastrophique d'un Bruce Willis à la moue boudeuse qui donne l'impression à chaque plan de poser pour Marie-Claire, et vous obtenez une belle bousasse des familles dont seul Eli Roth a le secret. I really wanted to make a movie that would be respectful to all sides, that was really intelligent and well thought out, where it's not a bunch of bungling cops, it's that are really smart cops that are completely overwhelmed. Et si dans cette époque de Cubénie, vous désespérez de voir un ersatz de Paul Kersey, autant vous remater de suite le Death Sentence de James Wan avec Kevin Bacon. C'est tout aussi inutile, mais c'est quand même carrément plus fun. Tu vois? Alors, je suis désolé. Quoi? Non mais, j'avais appuyé, mais au même moment, t'as commencé tout de suite. Mais c'est pas grave. Il le fait exprès. Non mais, là, il y a un petit truc qui... Et voilà. Tu veux que je l'écoute, j'arrive. Hein? Non mais je m'en fous, allez, vas-y, on tourne. J'en fous, on tourne. Allez, 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 allez. Allez, ta gueule. allez. Coupé. Oh, putain. Then let me leave no doubt about my feelings regarding Mr. Chamberlain's future as Prime Minister. La scène du début, avec le mec qui est en train d'insulter le Premier ministre actuel. He has proved himself incapable of leading us in wartime. Avec une caméra qui s'avance, c'est les mecs qui s'agitent, et puis ces espèces de petits travelling sur des personnes, bam bam, jusqu'à ce qu'on arrive sur le chapeau de Churchill comme métonymie du personnage. C'est tout ce que je kiffe, moi, dans le cinoche. C'est une intelligence de réal où, en fait, ce qu'on te montre n'est pas ce qu'on est en train de te dire, en tout cas, en apparence, que d'aucuns imagineraient volontiers académique, mais qui nous surprend là où on ne l'attendait pas. Je parle bien sûr des Heures sombres de Joe Wright avec l'ultra célébré Gary Oldman. Film de couloir sur l'accession de Churchill au poste de Premier ministre en 1940 et sur le combat teigneux qu'il dut mener pour imposer ses vues à son gouvernement, en particulier sur l'opération Dynamo. Un anti-Dunkerque donc, ou tout du moins un changement d'angle sur un événement similaire et archi-rebattu qui tire son épingle du jeu moins par la qualité de son scénario que par l'intelligence de sa mise en scène. Let them see your true qualities, your courage, My poor judgment. your lack of vanity, My iron will. your sense of humour. Ho, ho, ho. Alors ouais, Gary Oldman est exceptionnel, sa performance en Churchill bluffante et sa métamorphose digne d'un Oscar sans compétition possible. Ça tombe bien pour lui, le bougre a raflé tous les prix d'interprétation possibles et imaginables. Sauf qu'au-delà de cette pommade mielleuse étalée sur les tartines bourgeoises de la critique aveugle, il y a un film dont finalement on parle peu, tant à l'aune d'un scénario légèrement hagiographique qui effleure les ambiguïtés du mythe, qu'à celle d'une mise en scène faussement illustrative et par instants réellement puissante. We need a name for this operation. Personnellement, il m'a déjà fallu passer le maquillage et les tics ostentatoires de l'acteur concerné pour admettre à mon tour la performance de Oldman, progressivement impressionnante une fois qu'on s'est sorti du stade de l'auscultation dubitative pour entrer dans le cœur du personnage. I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. À mesure que le récit se déroule sous fond d'enjeux militaires et politiques, on comprend aussi bien vite que l'intention du réal d'orgueil et préjugés est moins d'embrasser la figure politique aux faux échos chevaleresques que la complexité d'un homme dont la nature insaisissable est à la fois la cause du rejet qu'il a pu inspirer, comme la raison de son indéniable pugnacité et de facto de sa résonance dans l'histoire. Pugnacité d'un homme prêt à faire face au vent contraire, refusant les atermoiements de puissants finalement faibles et récupérant à titre personnel le combat de l'Europe contre la tyrannie de l'intérieur. What are you all staring at?
Have you never seen a Prime Minister ride the Underground before? Le destin d'un homme qui devient celui d'un peuple, on en connaît le discours comme les mécaniques, et si ce parti pris réussit à devenir galvanisant, on ne pensera pas moins qu'il y eut période plus éclairante dans l'histoire de Churchill pour sinon cerner le personnage, en tout cas discuter de ses choix, souvent douloureux. Pas besoin d'être un génie pour voir que le choix scénaristique a vocation d'allégorie et que la singularité de Churchill serait ce qui manque à ceux qui tiennent entre leurs mains la responsabilité des errements du monde d'aujourd'hui. Moi, ce que je trouve presque le plus fascinant de tout ce que j'ai pu lire sur Churchill, c'est ça, c'est quand même ce mec qui, pour que les Allemands ne sachent pas qu'on a des informations via Enigma, est prêt à sacrifier des milliers de personnes parce que l'air de rien, ça permet à long terme de pouvoir préparer une opération que les Allemands ne verront pas venir. C'est quand même des putains de dilemmes, mais de folie furieuse, quoi. Et il faut avoir des coronesses en béton armé pour être dans sa position et prendre ce type de décision-là. I take full responsibility. Really? Really? Yes, sir. It is the reason I sit in this chair. Bref, la démonstration est propre et pour le coup sans ambiguïté, voire sans grande ambition à l'échelle d'une telle figure de l'histoire, mais elle a pour elle d'être transcendée par une réalisation pensée, lourde de symboles, qui finalement en dit plus sur Churchill que les discours célèbres dont le film s'est inspiré. Il n'y a pas une scène dans ce film qui n'a pas été pensée en termes de réel, c'est-à-dire que t'as l'incarnation du film de couloir, c'est des mecs qui parlent dans des pièces et qui marchent d'un endroit à un autre dans des couloirs. C'est un enfer, fondamentalement, de réal. Avec une composition des cadres parfois bluffante, où les axes révèlent les rapports de force, où les éléments de décor deviennent métonymie des personnages. Quand ils se retrouvent face au roi, donc tu vois que le roi, c'est une couille molle qui est en train d'être embrigadée par les gauchos du gouvernement, et que, comme par hasard, dans le champ contre champ, le roi a du vide, littéralement, dans la droite de l'écran, et Churchill a une lumière, mais c'est ce que font les frères Cohen quand ils t'introduisent Tom Reagan dans Miller's Crossing, où c'est l'intelligence dans l'ombre, avec une caméra en constant mouvement qui appuie étonnamment la frénésie introspective, plus que l'urgence des situations, avec une scénographie brillante qui aurait dû autoriser une économie des mots. Ce moment où t'as des rumeurs de palais et où la caméra suit des groupes de personnes et puis t'en as qui rentrent dans le champ et tout, c'est structuré d'une manière. Les moments où Churchill court pour aller d'un endroit à un autre, il te le fait pour te montrer tu vois, la frénésie intellectuelle du mec qui est en train de se dire pam. Dans un film lambda, ça servirait à te montrer l'urgence dans l'intrigue. Là, non, c'est étonnant. La mise en scène de Joe Wright ne se soumet pas à la mécanique translucide du scénario. Elle est le véritable vecteur de sens et s'impose comme la plus aboutie de tous les films de Joe Wright. C'est pas parfait parce que, par exemple, les partis pris de lumière, qui sont intéressants à certains moments, sont systématisés, même quand c'est plus nécessaire, donc on tombe dans quelque chose de presque monochrome qui est pas à la mesure du reste du sujet, donc il y a des choses je suis pas forcément fan de... Mais alors, le montage, le cadrage, la façon dont le mec pense ses plans et ses scénographies, moi je suis tombé sur le cul. Et puis c'est captivant. Je me suis pas emmerdé une seconde, mais c'est la réelle qui fait ça, vraiment. J'étais là, j'hallucinais. Et puis du coup, tu suis le truc. Enfin, vraiment, c'est malin. Pour cette seule raison, et au-delà d'un sujet qu'on pourrait penser pachydermique, Les Heures Sombres méritent un second regard. En tout cas pour ceux qui n'avaient Dieu que pour Gary Oldman. C'est un film en réalité que tu ne dois pas écouter, que tu dois voir. Ce qui est l'exact contraire du grand jeu qu'il faut écouter et ne pas regarder. And Molly. Yeah. Don't fucking tell anybody. C'est si bon de partir. Ça parle de quelque chose de profondément intime et c'est ça qui est fort. Ça me fait marrer que des films comme ça sur lesquels moi j'ai entendu parler de Sorkin, la réal, tout ça, ce qui est évident et ce qui est juste, c'est pas la question. Mais à aucun moment j'ai vu qu'on te dise mais putain, mais le vrai combat féministe il est là. Fellas, can I get your attention for a moment? Le parcours féministe de la meuf dans Molly's Game, c'est une façon de te dire, dans ces labellisations dans lesquelles ce monde m'enferme, j'ai pas d'autre choix que finalement sortir et rentrer dans la marginalité, dans l'illégalité. J'ai fondamentalement pas le choix. United States of America versus Molly Bloom. I bet heavy on the favorite. C'est intéressant. C'est d'où toute la question de la désobéissance civile, qui pour le coup est une vraie question aujourd'hui. Pour finir, on termine avec un autre biopic, plus inattendu et fucked up celui-là, dont les qualités et les défauts sont à l'exact opposé de ceux des Heures Sombres, bien que les deux se rejoignent sur des personnages qui s'opposent finalement chacun à leur manière à l'ordre établi.
Getting you don't think much of me, but what if every one of your ill-informed, unsophisticated opinions about me were wrong? I'd be amazed. Yeah, you know what, bud? You would. Je parle bien sûr de Molly's Game, a.k.a. le grand jeu dont on a beaucoup parlé, pas tant pour l'excellente Jessica Chastain, et je maintiens qu'on devrait en parler davantage, que pour son réalisateur, le célèbre scénariste Aaron Sorkin, à qui l'on doit les scripts de The Social Network, Le Stratège ou la série West Wing, et qui s'initie son premier film. Un film qui tente désespérément de suivre la vitesse supersonique de ses dialogues et la densité hallucinante de son script, quitte, hélas, à perdre totalement sa mise en scène au passage. Next time you appear in front of the judge, you might want to rethink your clothes, okay? You look like the Cinemax version of yourself. On connaît le talent d'écriture de Sorkin et pour sa première réalisation, personne ne sera surpris d'y voir le dramaturge en mode jusque-boutiste, presque forcé de supprimer les temps morts, les digressions, comme l'idée même d'une image qui puisse valoir 1000 mots, dans le but évident de faire rentrer son histoire complexe dans le temps imparti. Just got it. Showing up everywhere. Malheureusement pour Sorkin, il faut s'appeler David Fincher pour non seulement réussir cet exploit, mais encore parvenir à supplanter le trop-plein littéraire par une mise en scène qui devient le premier vecteur de sens. You guys look like you deserve Grey Goose. Well, what do guys who deserve Grey Goose look like? To begin with, they got a bottle of Grey Goose in front of them. They're quick, very clever. Bon, évidemment, le côté ultra véloce du scénario, qui était le même principe que le Social Network avait écrit Sorkin, mais ce qui est marrant, c'est que ça, Fincher disait pas « je les ai fait speeder parce que je voulais les faire speeder, je les ai fait speeder parce que j'allais pas rentrer tous les dialogues et tout le truc dans le temps qui est imparti ». Sauf que derrière, t'as un mec qui s'est dit, Fincher en l'occurrence, qu'est-ce que va raconter ma mise en scène par rapport à ce qui se dit de manière supersonique, pour que soit elle soit un contrepoint, soit elle serve le propos d'une certaine manière, mais que, à la limite, le dialogue se dilue et qu'instinctivement, la mise en scène te véhicule les informations capitales. À travers l'histoire incroyable de cette skieuse professionnelle, devenue reine des parties de poker clandestines à Hollywood, on voit bien que les dialogues métaphoriques, la narration éclatée et la puissance des articulations scénaristiques comptent plus pour Sorkin que leur mise en image. Celle-ci aurait pu se contenter d'être illustrative, et elle l'est, platement, une bonne partie du film, mais la vélocité du scénario finit par totalement la noyer, jusqu'à ce qu'elle devienne littéralement obsolète. À tel point qu'on a parfois l'impression de feuilleter un livre de plomb fixe, où seul compte ce que captent nos oreilles. En réalité, ça aurait dû être un film à la radio, quoi. Je veux dire, t'écoutes le truc, tu comprends tout, hein. Tout est dit dans le texte, en fait, et limite, tu n'as pas besoin des plans, jusqu'à un certain point dans le film, où c'est carrément un abandon de mise en scène. Pour moi, il y a des moments, c'est carrément un abandon de mise en scène. C'est regrettable, car elle diminue clairement l'impact d'un très grand scénario, narrant la détermination et la pugnacité d'une femme intérieurement et physiquement brisée, qui fait de la désobéissance aux dictats qui l'ont façonnée un acte de militantisme, défiant la loi, l'ordre et la morale. After 6 weeks of tips, I went to Barney's and asked for a dress that made me look nothing like myself. Un ordre et une morale contemporaine qui réclament à corps et à cri un humanisme vindicatif où les femmes doivent combattre âprement pour leur émancipation et qui ne voit pas qu'il n'y a pas plus féministe que le combat de cette femme, fût-elle criminelle ou justement parce qu'elle l'est. Sans doute Wonder Woman satisfait-il les fantasmes enfantins de celle qui s'autoproclame porte-drapeau bruyant d'une lutte qu'elle rend binaire, mais le parcours de cette femme, qui n'est pas sans rappeler l'excellent Joy de David Russell, révèle dans ses bassesses et ses paradoxes, comme dans ses grandeurs sentimentales ou belliqueuses, les vrais enjeux complexes d'une émancipation féminine. I was named after my great-grandmother. I don't care. Molly. We will Dublin stay Bloom here all night is my until you name. understand. Until you understand, nobody gives a shit about your good name. I do. Why? Because... Why? Because... Tell me why. Because it's all I have left. Because it's my name. Voilà! Opération Frisson, c'est terminé. Je profite de cette petite conclusion pour vous intimer de courir au festival Bloody Weekend qui a lieu du 1er au 3 juin cette année, qui se passe à Audincourt en Franche-Comté. C'est un petit festival avec plein d'exposants, une compétition de court-métrage fait par un passionné qui s'appelle Loïc Bugnon. Cette année, il va recevoir en président du jury, c'est Marcus Nispel, il y a Xavier Jans, René Manzor, Robert Kurtzman, Fred Williamson. C'est vraiment du lourd. C'est vraiment une occasion de rencontrer des gens sur lesquels vous avez fantasmé et qui vont être disponibles et qui vont pouvoir parler avec vous. C'est vraiment un super festival. Allez, au mois prochain. I'll be there. Are you sure you're free? What else would I be doing? J'adorerais, j'adorerais faire du tap dance.
Ça, je trouve, c'est la classe. Tap dance, c'est la classe.